Est-ce qu'on peut démarrer si possible? Oui, professeur, allez-y. D'abord, bonjour tout le monde. Merci aux panélistes pour leur brillante présentation et merci également aux modérateurs, à l'assistance, parce que ce n'était pas évident. On était censé finir à midi. Donc, je pars de l'idée selon laquelle le financement d'une entreprise peut constituer une bouffée d'oxygène, surtout lorsque l'entreprise est en difficulté. Et vous savez que les mécanismes de financement de l'entreprise, M. Soumaré l'a dit, on peut soit passer par les établissements de crédit, et c'est ce qu'on appelle un financement par la dette, soit aussi on peut passer par le financement en fonds propres. Et c'est le financement en passant par le capital. Et c'est ça, en réalité, l'objet de notre propos. Alors, je vais aller très vite, hein, je ne vais pas tout lire. Je crois que tout le monde se rappelle la définition du contrat dans le Code des obligations civiles et commerciales, qui se trouve être un accord de volonté générateur d'obligations. Mais dans le capital investissement, l'identité du contrat doit être interrogée parce qu'il y a en fait plusieurs véhicules qui sont utilisés. Tout à l'heure, M. Tlandian a parlé du pacte d'actionnaires, comme aussi on peut aussi parler des clauses statutaires qui peuvent être utilisées parce que vous savez très bien que les statuts ont été définis à l'article 12 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique comme étant le contrat de société. Donc, ça peut aussi être ce qu'on appelle un bulletin de souscription, un contrat d'emprunt. Ouais. Donc, tous ces véhicules, en fait, peuvent concerner le contrat. Et d'ailleurs, à ce niveau, le législateur de l'OHADA va rejoindre son homologue de l'UEMOA pour une raison simple. Parce que vous savez que les entreprises d'investissement à capital fixe sont au nombre de deux. C'est d'une part les entreprises de capital risque et d'autre part les entreprises d'investissement en fonds propres. Justement, à propos des entreprises d'investissement en fonds propres, il a été dit à l'article 9 de la loi uniforme de 2007 relative aux entreprises d'investissement à capital fixe que ces entreprises entrent dans le capital de celles qui en ont besoin, donc des entrepreneurs, à travers la souscription, l'acquisition d'actions ordinaires ou d'actions de priorité, de titres participatifs, d'obligations convertibles. Or, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tous ces instruments, n'est-ce pas, sont prévus dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. C'est pourquoi je dis, en fait, l'OHADA et l'UEMOA en matière de capital investissement se complètent. Donc, c'est peut-être pour répondre un peu à la question qui était posée. Donc, le capital investissement, la définition a été donnée. C'est l'ensemble des activités financières consistant à intervenir et de manière minoritaire. C'est pourquoi je l'ai mis en gras, de manière minoritaire. Donc l'investisseur en capital investissement intervient de façon minoritaire, donc pour une durée qui n'excède pas le plus souvent une dizaine d'années. Donc, intervenir au capital des sociétés non cotées. Là aussi, c'est très important. Donc, où est-ce que les entreprises d'investissement à capital fixe prennent leur participation? C'est dans des sociétés non cotées. Parce que, comme on l'a dit, c'est-à-dire des sociétés qui, sans avoir la possibilité d'accéder au marché, ont cependant besoin de financement. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller vite. Alors, donc, le terme anglo-saxon, c'est private equity. Alors, donc, ce qu'on remarque, n'est-ce pas, à travers cette définition de l'auteur, c'est que ça peut concerner les entreprises d'investissement à capital fixe, n'est-ce pas, dont l'objectif, c'est de prendre
des participations dans le capital d'autres entreprises et justement, on parle de fonds propres. Et les fonds propres, en fait, on peut les définir comme étant le capital, les réserves, les subventions d'investissement, les provisions réglementées et les fonds assimilés. Donc, au fond, quand vous regardez très bien, ces fonds propres et assimilés, on les appelle aussi capitaux propres et constituent la garantie des tiers. Donc, comme je l'ai dit, en fait, la définition du capital investissement fait penser d'abord à la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, fait penser à l'article 81 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique pour une raison simple, parce que cet article 81 nous parle des modalités de l'appel public à l'épargne. Première modalité, c'est quoi? C'est la possibilité d'acheter, de négocier en bourse des titres. Ça, c'est une première modalité. Deuxième modalité, c'est l'offre au public de titres. Or, si vous regardez très bien, l'article 81 renvoie de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, renvoie à l'article 83 pour spécifier ce qu'il faut entendre par une offre au public de titres. Vous voyez? Alors, donc, ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? C'est que ni l'OHADA, ni l'UEMOA, encore moins le législateur sénégalais, n'ignorent le capital investissement. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être de façon, l'OHADA prend en compte de façon embryonnaire le capital investissement. L'UEMOA essaye, n'est-ce pas, aussi de réglementer les entreprises d'investissement à capital fixe. Donc, non seulement la structure juridique, mais aussi l'aspect fiscal, c'est vrai. Mais le législateur national n'ignore pas la question du capital investissement pour une raison simple. Il suffit de prendre l'article 3 de la loi d'orientation numéro 2020-02 du 7 janvier 2020 relative au PME. Mais cette loi d'orientation va dire ceci, que d'abord, qu'est-ce qu'on entend par PME? C'est une personne physique ou morale, n'est-ce pas, qui a un chiffre d'affaires annuel, n'est-ce pas, de 2 milliards. Vous voyez, qui n'excède pas 2 milliards, du moins. Mais exclut les personnes, donc, de cette appellation, les entreprises dont le capital social est détenu par une personne publique ou une personne privée à plus de 25%, excepté, maintenant c'est ça qui nous intéresse, excepté les sociétés de capital risque et les investisseurs institutionnels. Je crois que les investisseurs institutionnels, j'y reviendrai très rapidement. Ici, la question principale, en fait, qui va être posée, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait la particularité du contrat dans le capital investissement? Et je vous le dis tout de suite, en fait, le contrat est un couteau à double tranchant. Pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant? Premièrement, le contrat dans le capital investissement présente des avantages. Ça, c'est c'est la première partie. Deuxième élément, c'est que le contrat est un outil qui présente des risques. C'est un outil qui est dangereux. Donc, en fait, cette étude a plusieurs intérêts. Plusieurs intérêts. Je ne reviendrai pas sur excusez-moi, à côté, il y a une petite gêne, en fait. Je ne reviendrai pas, en fait, sur tous les intérêts, mais l'un des intérêts sur lesquels je vais mettre l'accent, c'est l'effectivité du capital investissement dans l'espace UEMOA ou, si vous voulez, dans l'espace OHADA. Pourquoi je le dis? Je pars d'une étude qui a été faite en 2016. En 2016, au Sénégal, on a fait un recensement. On s'est rendu compte que que le nombre d'entreprises au Sénégal est composé à 99,8% de PME. Or, si vous regardez très bien, les entreprises de capital investissement interviennent dans les sociétés non cotées et donc dans des PME. Donc, 99,8% du tissu économique sénégalais est composé de PME. Mais par contre, on a remarqué une chose, c'est que parmi les entreprises recensées en 2016, c'est que 97% d'entreprises recensées sont dans le secteur informel. Donc, c'est pourquoi je dis, mais ça interroge, n'est-ce pas, sur l'effectivité du capital investissement. Faire en sorte que ces 97% d'entreprises de PME qui sont dans le secteur informel, qu'elles basculent dans le secteur formel, ça peut donner peut-être du sens
n'est-ce pas, au capital investissement. Ça, c'est un premier intérêt. Mais le deuxième intérêt, c'est les différentes phases du capital investissement. Vous avez vu que c'est une phase contractuelle, en fait. Donc, on peut partir de la négociation jusqu'à la clôture de ce qu'on appelle le closing, jusqu'à la clôture de la négociation. Et dans cette négociation, retenez bien, c'est qu'on recherche les potentiels investisseurs. On recherche les potentiels investisseurs. Et parfois même, les banques peuvent intervenir dans cette recherche de potentiels investisseurs. Les conseils juridiques peuvent intervenir dans cette recherche de potentiels investisseurs. Et donc, recherche des investisseurs, il y a la phase de négociation. Donc, comment consolider la négociation jusqu'au closing. Le closing, quand on dit le closing, c'est la fin de l'opération. Ça veut dire que les différentes clauses qu'on peut insérer, que ce soit dans les statuts ou bien dans le pacte d'actionnaires. Troisième intérêt, c'est le domaine du capital investissement, ou si vous voulez, le domaine d'intervention des entreprises d'investissement à capital fixe. Et voilà ce que l'article 28, l'article 32 de la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe nous dit, en fait, que les entreprises de capital risque ne peuvent acquérir de titres émis par les banques, les établissements financiers, les sociétés d'assurance, les caisses. Vous avez vu que j'ai mis en gras sociétés d'assurance et caisses. Parce que tout à l'heure, dans une intervention de Mme Tin, elle s'interrogeait sur le fait que l'instruction numéro 6 comportait, disons, des aspects techniques. Mais en fait, les caisses et les sociétés d'assurance, on peut les considérer comme étant des investisseurs institutionnels. Dans le langage pratique, on parle de zinzin. Donc, si vous voulez, après, je peux peut-être revenir sur ces éléments-là. Donc, vous voyez que les entreprises d'investissement à capital fixe ne peuvent pas intervenir dans n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise non cotée et la plupart du temps, ce sont des petites et moyennes entreprises. Ouais. Donc, je disais que le capital, le contrat constitue un outil privilégié pour deux raisons. La première raison, c'est que grâce au contrat, un investisseur peut entrer dans le capital. Un investisseur peut entrer dans le capital grâce au contrat. Un investisseur peut entrer dans le capital, mais grâce au contrat aussi, un investisseur peut sortir du capital. Et l'entrée dans le capital se fait comment? Parce qu'on a pris une participation. L'entrée dans le capital se fait comment? Parce on a augmenté le capital. Donc, vous allez remarquer une chose, c'est que ce soit au moment de la création de l'entreprise ou bien au moment du fonctionnement de l'entreprise, n'est-ce pas? On peut entrer dans le capital. Et ça interpelle une disposition de la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe, notamment l'article 9. Et d'ailleurs, l'article 9 a été cité tout à l'heure parce que, comme je l'ai dit, là, cet article 9 concerne les entreprises d'investissement en fonds propres. Vous voyez, où on leur dit, mais ce sont des entreprises qui interviennent dans des entreprises créées au moins 5 ans. Donc, si vous regardez très bien, c'est à partir de 5 ans. À partir de 5 ans. Donc, les entreprises d'investissement en fonds propres interviennent dans des entreprises qui ont au moins 5 ans d'existence. Alors que les entreprises de capital risque interviennent dans des entreprises, n'est-ce pas, à la naissance, mais qui ont moins de 5 ans, ou bien dans des entreprises qui connaissent des difficultés. Et tout ça, on reviendra sur cet aspect-là. Donc, les entreprises d'investissement en fonds propres interviennent au profit d'entreprises créées au moins 5 ans. Donc, comme on l'a dit, au moins de souscription, acquisition d'actions ordinaires ou bien d'actions de priorité, de titres participatifs ou d'obligations convertibles. C'est pourquoi je disais qu'en termes de capital investissement, l'OHADA et l'UEMOA vont se compléter parce que tous ces instruments, quand vous parlez d'actions ordinaires, on les retrouve dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Quand on parle d'actions de priorité, ici, ce sont des actions de préférence. On les retrouve dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Quand on parle d'obligations convertibles, on les retrouve à l'article 822.
de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Donc, les mécanismes d'entrée dans le capital sont prévus par l'OHADA. Vous voyez. Alors, donc, grâce au contrat, comme je l'ai dit, le contrat est multiforme. Ça peut être un bulletin de souscription, ça peut être un contrat d'emprunt, vous voyez. Ça peut être une clause, un pacte d'actionnaires, ça peut être les statuts. Les mécanismes d'entrée sont multiformes. Maintenant, le contrat aussi permet, dans le cadre d'un capital investissement, de sortir, n'est-ce pas, du capital. Alors, il y a un auteur qui est très connu, Jean-Jacques Dègre, il disait que dans le cadre du montage propre aux investissements par société de capital investissement, le dénouement de l'opération est prévu dès son origine. Ça veut dire que dès qu'on entre dans le capital, on sait, n'est-ce pas, comment en ressortir. Et à ce niveau, si on interroge 2 dispositions, ou si vous voulez 3 dispositions, parce que la 3e disposition viendra compléter les 2 autres dispositions. La première disposition qu'on peut citer, c'est l'article 8 de la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe. La 2e disposition, c'est l'article 9, et la 3e disposition, c'est l'article 29. Donc, si on regarde l'article 8 de la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe, en fait, elle nous dit que l'entreprise de capital risque agit pour son compte ou celui d'un tiers. Et si l'entreprise agit pour le compte d'un tiers, on va conclure ce qu'on appelle un contrat de mandat, dont le contenu sera précisé tout à l'heure. Donc, l'entreprise de capital risque agit pour son compte ou pour le compte d'une tierce personne. Mais sauf que ce qu'on remarque dans le contenu de ce contrat, on y prévoit, on y précise en fait les modalités de désengagement. Quand on parle de désengagement, c'est la sortie. Ou bien les modalités de rétrocession. Et le texte dit, l'article 8 dit que les modalités de rétrocession ou de désengagement se font notamment. C'est pourquoi j'ai mis entre guillemets notamment, l'expression notamment, se font notamment sur le marché financier. Ça veut dire que la sortie de l'investisseur, ça peut se faire sur le marché financier, comme aussi ça peut se faire en dehors du marché financier, puisque le législateur utilise l'expression notamment. L'article 9 aussi, c'est la même chose, puisque l'article 9, qui concerne les entreprises d'investissement en fonds propres, dit que ce qui est prévu à l'article 8 pour les entreprises de capital risque vaut également pour les entreprises d'investissement en fonds propres. Et comme je l'ai dit, l'article 29 de la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe viendra compléter, n'est-ce pas, les dispositions de l'article 8 et l'article 9. Donc, étant donné qu'on prévoit la possibilité à l'article 8, à l'article 9, à l'article 29 de la loi uniforme relative aux entreprises d'investissement à capital fixe, pour l'investisseur de sortir du patrimoine et de prévoir, de sortir du patrimoine, de sortir de la société, n'est-ce pas, de prévoir les modalités de la rétrocession, les modalités, la durée de la rétrocession, n'est-ce pas, rien n'empêche à ce que dans le pacte d'actionnaires ou en dehors ou dans les statuts, qu'on insère ce qu'on appelle une clause de sortie conjointe. Et tout à l'heure, M. Tandian vous disait que quand on parle de clause de sortie conjointe, c'est l'actionnaire majoritaire, donc on va dire c'est l'opérateur qui a besoin de fonds, c'est l'actionnaire majoritaire, n'est-ce pas, qui promet, dans l'hypothèse où il viendrait à céder ses actions ou ses parts, il promet également à ce que l'investisseur aussi puisse vendre ses actions ou ses parts aux mêmes conditions. C'est pourquoi on dit que c'est une clause de sortie conjointe. Donc, actionnaire majoritaire et actionnaire minoritaire peuvent sortir ensemble. Mais tout ça, c'est négocié dans le cadre d'un pacte d'actionnaires ou, si vous voulez, dans les statuts. Mais comme je dis, en fait, c'est vrai, par le contrat, on peut prévoir les modalités d'entrée et les modalités de sortie. Mais il y a quand même un certain danger qu'on pourrait observer. Je vais d'abord exposer les dangers, ensuite voir par quels mécanismes on pourrait lutter contre ces dangers. Donc, donc, elles ont besoin de conseils, même si l'entreprise de capital risque ne s'implique pas dans la gestion, mais elles ont besoin de conseils. Personnellement, je m'interroge sur ce conseil-là. Est-ce que le conseil
que l'entreprise de capital risque va donner, est-ce que c'est un conseil qui va forcément dans le sens de l'entreprise qui a besoin de fonds? Ça, c'est une question, je m'interroge en fait. Troisième élément, c'est lorsque l'entreprise de capital risque intervient dans une société en difficulté. Donc, quand elle finance une société en difficulté. Pourquoi? Parce que quand on consulte les textes, c'est bel et bien prévu. Si vous prenez l'article 119-2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, on nous dit qu'un projet de concordat de redressement judiciaire peut, par exemple, prévoir une modification de capital. Ouais. Or, je l'ai dit à l'entame dans le grand A de ma première partie, qu'on peut entrer dans le capital quand on fait une augmentation de capital. Donc, le projet de concordat de redressement peut prévoir, n'est-ce pas, une modification de capital. Et si vous regardez très bien cet article 119-2, tout est fait pour que les investisseurs entrent dans le capital de l'entreprise. Parce qu'on neutralise les clauses d'agrément. Donc, alors que, ça dit la logique du droit des procédures collectives l'emporte ici sur la logique du droit des sociétés, où on nous disait, ben, on peut insérer des clauses d'agrément. Mais ici, toute clause d'agrément qui est insérée dans le contrat va être réputée non écrite. Parce que tout simplement, on veut que les entreprises, les investisseurs entrent dans le capital. Mais, sauf que le problème, c'est que cet investisseur-là, est-ce qu'il y aura un traitement de faveur vis-à-vis de cet investisseur? Je ne suis pas sûr. Donc, vous voyez qu'il y a à ce niveau aussi un risque pour l'investisseur. Voyez. Alors, maintenant, quelques mécanismes pour lutter contre les risques, c'est à travers des clauses qu'on peut insérer. Et comme on l'a dit, on peut insérer une clause de préemption. C'est-à-dire qu'avant un actionnaire cédant, un actionnaire qui veut céder ses actions à une tierce personne, doit en priorité les proposer à un autre actionnaire, donc avant de les céder. Donc ça, c'est une clause de préemption. Vous avez aussi les clauses d'inaliénabilité, donc interdiction de céder ses actions, mais qui ne doit pas dépasser 10 ans. Et aussi, il faut invoquer un motif légitime et un motif sérieux. Je vous remercie et je vous rends la parole, monsieur le modérateur. Merci, professeur, pour cette brillante présentation. À part Ganancé. Il y a déjà quelqu'un qui veut poser une question. Madame Grappin, allez-y. Oui, bonjour. Merci pour cette belle présentation. Alors, je souhaiterais savoir comment recevoir le document, si possible, par mail ou... Oui, ça dépend, hein, ça dépend. Vous pouvez laisser votre adresse mail ou peut-être M. Gueye se chargera de recueillir votre adresse, comme ça, votre adresse email, et puis il pourra vous le transmettre. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. J'aimerais savoir également, est-ce que ces sociétés peuvent des fois, par le biais de la convention de portage, en fait, faire des prises de participation pour des tiers? Est-ce que cela n'a pas un impact également sur le contrôle de la société? Alors, est-ce que les sociétés de capital investissement, est-ce qu'elles peuvent, par le biais de la convention de portage, n'est-ce pas, intervenir hein, dans le capital, et qu'en est-il du contrôle de celle-ci? Oui, en fait, je parlais tout à l'heure de l'article 8. De l'article 8 de la loi uniforme de 2007 relative aux entreprises d'investissement à capital fixe. Parce que l'article 8 dit que les entreprises de capital risque peuvent intervenir pour leur propre compte, mais également pour le compte d'autrui. Et donc, quand on dit pour le compte d'autrui, on dit qu'il faut conclure un mandat, un contrat de mandat. Or, quand vous regardez la convention de portage, en général, c'est quoi? Mais, une personne qui, pour l'instant, n'est pas prête à entrer dans le capital d'une entreprise peut demander à une structure, à une institution, de prendre des participations, n'est-ce pas? Et puis, maintenant, il faut voir et de les rétrocéder
n'est-ce pas, le jour où la personne serait prête à entrer dans le capital et de les rétrocéder à cette personne-là. Donc, en partant de l'article 8 et de l'article 9, parce que comme je vous l'ai dit, l'article 9 concerne les entreprises d'investissement en fonds propres. Ouais. Mais ce qui est valable pour les entreprises de capital risque l'est également pour les entreprises d'investissement en fonds propres. Donc, il peut bel et bien y avoir une convention de portage, n'est-ce pas? Donc, l'entreprise de capital risque porte les actions, prend une participation dans le capital d'un opérateur, mais pour le compte d'une autre personne. À terme, elle va rétrocéder les actions à cette personne-là. Voilà. Maintenant, vous connaissez en fait toute la jurisprudence qui se trouve au niveau des conventions de portage, etc. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des risques parce que la plupart du temps, l'opérateur ou bien la personne qui a besoin de fonds ne connaît que l'investisseur. Donc, il ne connaît pas la personne pour le compte de qui les actions ont été portées. Vous voyez un peu. Et deuxièmement, le prix de la rétrocession. Comment le prix de la rétrocession va se faire pour éviter, par exemple, que ce soit la personne, le mandant, que le mandant ne soit pas lésé ou bien que le mandataire ne soit pas lésé. Voilà. Mais en lisant l'article 8, l'article 9 et l'article 29, il est bel et bien possible qu'il y ait une convention de portage, c'est-à-dire l'entreprise d'investissement à capital fixe conclut, n'est-ce pas, un contrat de mandat pour le compte d'une tierce personne. C'est possible. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Tout à fait, professeur. Je pense que là, c'est clair. Tout a été dit. Bon, je n'ai pas d'autres questions. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Professeur, je crois que c'est tellement fluide et clair qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, c'est le ramadan aussi. Hein? Les gens sont fatigués aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Ben, on va vous laisser le soin de clore. Hein, Oui, merci beaucoup encore une fois, professeur Badji, de cette initiative et merci beaucoup aussi à Monsieur Alpha Gay pour la modération qui a été prévue 2 heures de temps, mais au vu quand même de l'importance des échanges, vous avez voulu quand même accorder plus de temps et merci aussi à tous les auditeurs, j'allais dire, qui sont restés jusqu'à maintenant. Quoique ce sera important de partager le contenu des présentations et de voir comment d'autres séances pourront s'en suivre avec des thématiques spécifiques de sorte à pouvoir développer comme il se doit sur certains points. Je pense que ce sera assez important. Donc, le capital investissement, comme j'ai dit, reste encore un élément nouveau en Afrique, mais c'est quand même un véhicule d'investissement qui date de très très longtemps dans d'autres CIE. Donc, en tout cas, merci encore. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être avec tout le monde ce samedi. Et voilà, je disais à nous revoir très très vite. Merci à vous, monsieur Soumaré. Comme je l'ai dit hein, à l'entame de mon propos, malgré un calendrier chargé, vous avez tenu quand même à être là en tant que professionnel du capital investissement. Et donc, ça
témoigne de tout l'intérêt que vous portez à cette activité.